Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, nous écouterons Catherine Emery pour sa rubrique Autour des livres. Aujourd'hui, elle s'intéresse à George Floyd et Richard Brooks, assassinés par la police aux USA, et aux manifestations et dénonciations de racisme et des violences policières. Ensuite, ce sera mon entretien avec Anne-Sophie Pochet, co-directrice de la compagnie Acté et metteuse en scène. Aujourd'hui, nous allons empiler des faits. Fin mai 2020, un homme noir est mort à Minneapolis, George Floyd, sous le genou d'un policier blanc qui regardait froidement un téléphone portable qu'il filmait. Le 5 juin 2020, Dany Laferrière, à France Culture, disait qu'il fallait arrêter avec les premières fois, qu'il y avait eu beaucoup de premières fois. Il disait ça quand l'intervieweuse mettait en avant le nombre de blancs dans les manifestations antiracistes aux USA. Il disait aussi qu'il y avait tout ce qui n'était pas filmé, faisait le parallèle avec le virus de la Covid-19. Le racisme, mal invisible. Le policier blanc est visible, mais le porteur sain, le blanc qui ne voit jamais un noir et se dit non raciste, est tout aussi responsable du fonctionnement de la société. Le 12 juin 2020, un homme noir est mort à Atlanta. Richard Brooks, de 2 balles dans le dos. Il avait 27 ans. Il dormait dans sa voiture, qui bloquait d'autres voitures. Elle devait le contourner. On avait appelé la police. Face à ces événements, la plateforme HBO Max retire le film de 1939 Autant en emporte le vent de son catalogue, puis revient en arrière. Mais le cinéma parisien Le Grand Rex, qui devait rouvrir avec le film, le déprogramme à la demande du studio américain de la Warner. Au même moment, le roman de Margaret Mitchell étant tombé dans le domaine public, une nouvelle traduction d'Autant en emporte le vent sort en France aux éditions Gallmeister. Autre fait, autre parallèle. Depuis la mort de George Floyd, on voit des statues déboulonnées, vandalisées, aux USA, mais aussi en Belgique, Léopold II, en Angleterre, Edward Colston, en Martinique, Victor Schœlcher, dans le nord de la France, De Gaulle. Pour les 2 premiers, esclavagistes, colonialistes, on comprend mieux que pour les 2 autres. Autre fait encore. Le 12 juin 2020, un groupuscule, l'Afrique libre, entre au musée du Quai Branly et se filme dans une action de récupération de son patrimoine. Dans ce cas comme dans celui des statues ou de ce vieux film, ce qui m'intéresse, c'est l'importance, enfin, donnée à l'histoire. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que des écrivains se positionnent sur ces sujets. Parmi eux, Arnaud Bertina, qui a publié à la Contre-Allée Des lions comme des danseuses en 2015, puis en 2018 dans une édition augmentée. Dans ce petit livre, il évoque, à travers une fiction, les trésors d'art premier dont les collections occidentales, trésors volés qu'on devait rendre au pays d'origine. Viennent de sortir du même Arnaud Bertina aux éditions Verticales, L'âge de la première passe, et aux éditions Sometimes, des photos nées du même moment de résidence de l'écrivain au Congo. Il y insiste sur sa place d'homme blanc face à des jeunes femmes noires qui se prostituent, sur la place de la langue française dans leurs échanges, la langue de l'ancien colon, de l'autorité d'autrefois. Plus de faits, les manifestations en France contre les violences policières, les actions des identitaires, la place du racisme dans la police, dans la société française en général. Et là aussi, il est question d'histoire, à enseigner, à interroger, à ne pas oublier, à revisiter avec nos savoirs nouveaux, avec le recul nécessaire, plus qu'avec nos émotions. Au revoir.
Hey, this is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. Now, mess around and fall in love. Call me up on your telephone. You want me to take you for a ride? This is it, pretty baby. This is it, pretty baby. This is it, pretty baby. Now, mess around and fall in love. Will you call me up on your telephone? Talk to me for a long, long time. You want me to come right over? This is it, pretty baby. This is it, pretty baby. This is it, pretty baby. Now, mess around and fall in love. Right. Will you dance with me and you? Hold me tight. Dance with me and you. Kiss me too. Just hit, pretty baby. That was hit, pretty baby. That's hit, pretty baby. You mess around and fell in love. Will you dance with me and you? Help me tight, have me and you, kiss me too. That was it, pretty baby. That was it, pretty baby. That was it, pretty baby. Messed around and fell in love. Was a rocking good way. That's a rocking good way. That was a rocking good way. That's 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 a rocking good way. Messed around and fell in love. All right. Thank you, fellas. Allô Anne-Sophie Pochet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondatrice de la compagnie Acté avec Arnaud Troalic et vous êtes aussi metteuse en scène. On vous a Oui. vu avec la pièce Exit au Festival d'Avignon et puis après lors de la dernière saison. Alors, je vous appelle parce que nous aimerions en tant que spectateurs savoir comment votre compagnie a vécu le confinement. Parce que nous nous faisons, il faut bien le dire, beaucoup de soucis. Pour nos artistes, pour C'est gentil. travail, voilà. Nous aussi, on s'en fait pas mal, ouais. Nous aussi, on s'en fait pas mal encore, ouais, effectivement. Oui. Alors, Oui. comment avez-vous vécu ce confinement? Déjà, d'abord d'une manière assez brutale, parce que mais ça, je pense que comme tout le monde, la chronologie des faits était quand même hyper brutale, c'est-à-dire que nous on a eu un hiver, un automne, puis après un hiver très très occupé jusqu'à mi-mars, quoi. Et puis comme tout le monde, il y a eu d'abord le jeudi, je crois, le mercredi ou le jeudi. Les théâtres au-delà de 100 personnes qui accueillaient plus de 100 spectateurs et spectatrices devaient fermer, et puis le samedi, 2 jours après, tout est fermé. Donc déjà il y a cette chose-là, c'est-à-dire la rapidité des choses qui fait que, mais ça on l'a tous et toutes vécu, hein, c'est pas réservé au spectacle, et qui fait que du coup tout s'arrête brutalement, y compris les choses en cours, bien sûr. Donc alors nous à la compagnie on avait
quand même fait le plus gros de la saison par chance, parce que une année fait pas l'autre. L'année dernière, par exemple, ça aurait été une catastrophe parce que je créais Exit début avril. La première d'Exit était début avril, et ensuite on enchaînait avec Avignon. Donc là, parce que là, vous n'êtes pas sans savoir que le festival d'Avignon, comme beaucoup d'autres, a été annulé. Donc là, ça aurait été une catastrophe. Donc, bon, pour nous cette année, les dégâts ont été limités parce qu'on n'avait on n'avait pas de création, on n'avait plus de grosses tournées au printemps. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous on a une école de théâtre, donc au Fort, au Havre, qui a dû fermer ses portes, bien sûr. Donc tous les spectacles de fin d'année, toutes les restitutions, tous les projets sur lesquels on travaillait avec nos élèves ont été mis à l'arrêt et pourront pas se faire. À l'époque habituelle qui est celle de maintenant, celle de juin, évidemment. Tout ça a été pour les élèves. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus là, on commençait à rentrer vraiment dans la période la plus excitante, on va dire, le printemps, c'est genre le moment où on voit les choses se concrétiser vraiment, et la dernière ligne droite qui est toujours la plus excitante. Donc oui, c'est décevant. Oui, vous avez réussi à maintenir un lien avec les élèves? Avec certains, oui, on a fait des rendez-vous en visioconférence sur Internet. Je peux pas vraiment vous dire qu'on a fait du théâtre, mais on a fait des rendez-vous, on s'est retrouvés, on a discuté pour savoir un peu, se donner des nouvelles. Parfois, on a fait un peu de théâtre, en tout cas, on a travaillé sur les textes, on a essayé ça. Bon, c'est une manière de maintenir le lien, c'est bien. Et puis là, en juin, sortie du confinement, là, sur les trois semaines qui restent, on va essayer de se retrouver aussi, en vrai, cette fois-ci, par petits groupes pour pour travailler sur des petites choses, des petits projets, filmer peut-être, et travailler autrement. Voilà. Et vos tournées ont été annulées également, reportées? Alors nous, on avait quelques spectacles, on avait pu, c'est ce que je vous disais là, sur les tournées, le plus gros était fait, mais on avait quand même encore des dates. On travaille, on a une bonne partie de notre travail qui est à destination du jeune public, et on avait encore pas mal de dates dans des théâtres en région pour le jeune public. Donc ça a été soit reporté à la saison prochaine, soit annulé carrément. Donc on a eu des dates qui ont été annulées. Là, cette semaine, au moment où je vous parle, je devrais pas du tout vous parler, mais on devrait être au Rayon Vert à Saint-Valery-en-Caux pour une série de spectacles jeune public, voilà, par exemple. Donc il y a eu des choses qu'on Quel dommage pour les enfants. Oui, mais bon, on les retrouvera, pour certains, on les retrouvera l'année prochaine. Puis, il n'y a pas que les spectacles, il y a aussi toute l'action, il y a beaucoup de compagnies qui travaillent aussi comme ça, toute l'action artistique, c'est-à-dire les interventions qu'on fait dans les établissements scolaires. Mais bien sûr. Voilà. On en fait beaucoup dans les établissements scolaires et dans d'autres établissements. On a aussi un projet, par exemple, qui était en cours d'écriture dans les EHPAD. Alors là, évidemment, ça c'est pareil. Ça a été évidemment, vous en doutez bien. Donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut y retourner tranquillement, parce qu'en plus il faut y retourner. Et en plus, c'était un projet en immersion. Alors là, dans les EHPAD. Donc là, évidemment, voilà, il faut y aller tranquille. Et pour les enfants, est-ce que vous allez participer aussi à ces colonies, stages, camps de vacances, centres aérés? Alors là, vous faites bien d'en parler, Isabelle, parce que c'est un vrai problème. C'est un problème, je ne sais. Ah oui, c'est un gros problème. Autant je sais pas si vous avez. Ça semble jubilatoire. Autant en réalité, c'était peut-être un peu. Allez-y. Alors l'été apprenant, comme vous dites, ça, j'ai pas encore complètement mis le nez dans les propositions. Bien choisi, non. Et alors il y a aussi autre chose. Et là, il y a carrément. On est un certain nombre d'acteurs culturels normands. On est 450 quand même, premiers signataires. On a écrit une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale ainsi qu'à celui de la Culture au sujet des 2S2C. C'est-à-dire 2S2C, c'est alors 2S, santé, sport, culture et citoyenneté. C'est un nouveau dispositif
Et en fait, comme vous savez, les écoles ont rouvert, mais dans des conditions qui ne sont pas les conditions normales. Et donc, pour pouvoir accueillir les enfants et les occuper, on a sollicité un certain nombre de gens, d'artistes et de gens pour faire du sport et des activités artistiques aux enfants. Alors, nous, on considère, le problème c'est ça, c'est que cette chose-là cette proposition prend le boulot des animateurs et des animatrices dont c'est le travail, demande à des artistes et à des intervenants de faire un travail qui n'est pas le leur, c'est-à-dire que nous, on nous a demandé d'abandonner tous les projets sur lesquels on travaillait dans les écoles. On n'a pas le droit de revenir dans les écoles avec ces projets-là, mais par contre, il faut qu'on vienne au tarif, à un tarif qui est au SMIC, en gros, c'est-à-dire plus du tout dans les mêmes conditions financières. Venir prendre le travail des animateurs, des animatrices. Les profs de sport ont réagi très vite parce qu'il y a le même problème avec le sport. En fait, le problème, c'est que à terme, c'est un dispositif qui est censé se pérenniser à partir de la rentrée, et c'est un dispositif qui à terme resserre les apprentissages sur le fameux lire, écrire, compter, qui sont évidemment des apprentissages importants, mais qui fait par contre qui éjecte du système ou alors de manière précaire et contractuelle tous les gens qui travaillaient par contre sur les apprentissages artistiques, sportifs, etc. J'ai quand même une question, parce que les apprentissages artistiques, j'avais l'impression, moi, mais c'est peut-être très naïf de dire ça, que c'était du ressort de la bonne volonté des établissements. Non, c'est plus compliqué que ça. Non. Bon, entendu. Oui. D'accord. Oui. Et choses, alors, cet été apprenant, apparemment, il était en direction des élèves décrocheurs, défavorisés, etc. Ça, l'été apprenant, je sais pas, parce que j'ai pas encore, j'ai entendu que le ministre avait fait des annonces un peu là-dessus ce week-end, mais là, ce dont je vous parle, c'est avant l'été. C'est un dispositif qui est en juin et qui est censé continuer en septembre et qui est censé se pérenniser. Sur l'été apprenant, je ne sais pas. Oui, on va être vigilant. Peut-être vous aviez des créations prévues pour la saison prochaine? Oui, alors en fait on avait, ça fait partie des choses qui ont malheureusement été modifiées à cause du virus et de la crise. Là, on avait une résidence de création à côté de Vendôme, là dans un lieu au mois de mai, donc qui a sauté. On avait 15 jours et il nous en reste qu'une semaine qui a été reportée en septembre, puisque la prochaine création de la compagnie, dont la mise en scène sera signée par Arnaud Troalic, qui co-dirige la compagnie avec moi. La prochaine création, c'est pour le mois de décembre, début décembre. Oui. Ce sera au Théâtre des Bains-Douches dans le cadre de la saison du Volcan. Donc voilà, on espère que en fait le problème là en ce moment c'est celui-là, c'est que on espère tous très très fort que l'automne va pouvoir repartir normalement, c'est-à-dire qu'en fait ça dépendra vraiment les choses et la suite et l'intensité de la crise pour nous qui fonctionnons beaucoup en saison, c'est-à-dire de septembre à juin en fait, c'est ça. Sauf quand il y a des festivals d'été évidemment, mais on espère que les choses vont pouvoir repartir correctement à partir de septembre. Oui, c'est ça. Vos inscriptions d'ailleurs. En gros, on espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague, quoi. Ah, bien sûr. Vos inscriptions, elles vont se faire, je crois, après la rentrée des classes. C'est-à-dire. Oui, à partir de septembre, on redémarrera les cours en octobre comme tous les ans et on accueillera les inscriptions à partir de septembre. D'accord. D'accord. Oui, parce qu'il faut savoir que pour l'instant, ça reste encore extrêmement compliqué d'accueillir du public dans les établissements au sein du public. C'est-à-dire qu'il y a des conditions sanitaires qui sont drastiques et vous le savez bien, faire du théâtre, c'est à peu près tout ce qu'il y a de pas corona compatible, parce que faire du théâtre, ça veut dire se toucher, ça veut dire se parler, ça veut dire être les uns avec les autres, vraiment. Donc c'est ce qu'on aime, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on en fait, voilà, la plupart du temps, entre autres, mais c'est voilà. Donc c'est pour être en communauté. Donc c'est vrai que bien sûr que ça pose toutes ces questions-là. Et là par exemple sur l'école, on s'est dit que voilà, on allait garder le contact avec nos élèves jusqu'à fin juin, comme le plus possible, mais redémarrer vraiment en septembre avec des nouvelles inscriptions, etc., en espérant que les choses seront de nouveau possibles normalement.
Oui, bien Voilà. sûr. Alors financièrement, vous pouvez aussi nous rassurer peut-être ou au contraire nous donner d'autres inquiétudes pour la compagnie C'est pareil. et pour chaque artiste ou chaque intervenant? Oui, c'est pareil financièrement. On va parler au jour d'aujourd'hui. Oui, Ça dépendra aussi, voilà, de l'avenir. Cette crise nous a appris à être extrêmement pragmatiques et nous a aussi nous empêche de nous projeter loin, ce qui est pas facile parce que bien ça sûr. fait partie de nos métiers en fait. Oui. Moi là, quand je suis déjà en train de réfléchir à une création 2021-2022, moi je suis déjà en 2022. Oui. Donc comme on n'arrive pas à se projeter parce qu'on sait pas en fait, qu'on était dans une course au temps de projection à 1, 2, 3 ans, ça c'est une des leçons de la crise, c'est que finalement ça peut être parfois compliqué de se projeter. Financièrement, donc voilà, avec toutes les précautions d'usage, pour l'instant ça va. Pour la compagnie, on a pu bénéficier, tous les employeurs culturels ont pu bénéficier du chômage partiel, de l'aide de l'État avec le chômage partiel. D'accord. Donc nous, ça a été le cas pour nos formateurs et nos formatrices, pour nos salariés permanents. Même pour les intermittentes et les intermittents, on peut bénéficier du chômage partiel. Donc ça c'est important. Les institutions étaient présentes sur. La région a mis en place un fonds d'urgence pour la culture. Là, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place autour de ce fonds d'urgence de 2 millions d'euros. La ville aussi, la ville du Havre a versé les subventions plus rapidement que les autres années. Enfin, bon, il y a eu un vrai suivi des structures par les institutions, une vraie préoccupation. Oui, c'est un peu plus compliqué. Oui. C'est un peu plus compliqué sur l'intermittence parce que il y a eu des annonces, mais pour l'instant les choses sont encore très très floues. Et là, on est un peu toutes dans l'expectative sur l'intermittence. Les choses sont floues. On ne sait pas ce qu'il en est de cette année blanche. En fait, on réclame que tant que le secteur est impacté, qu'on ne peut pas travailler normalement, que nos heures ne soient pas prises en compte pour le calcul de nos droits, évidemment. C'est logique. Et là, on est encore vraiment dans le flou. Il y a des projets de décrets qui sont parus, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va en être gardé, etc. Donc là, c'est l'inquiétude. Elle est plus sur l'intermittence que sur les structures en elles-mêmes, à part pour peut-être des petites compagnies plus fragiles qui ont vraiment besoin là des soutiens des institutions. Je pense que c'est important et des lieux. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une vraie solidarité aussi entre, par exemple, les programmateurs, les programmatrices, les directeurs et directrices de lieux et les compagnies. Il y a aussi des exceptions. On a entendu parler de quelques cas de théâtres qui ont annulé sans payer, en disant sans reporter, sans payer, en laissant. Il y en a eu. Dans la région, à ma connaissance, pas trop, et c'est pas forcément. Ça a quand même été globalement, je trouve qu'il y a eu une vraie solidarité là-dessus. Ah, ça c'est bien. Enfin, ça nous fait plaisir en tout cas. C'est précieux. C'est bien de le dire aussi ça. quand. Oui, bien sûr. Alors, c'est une question peut-être un peu indiscrète. C'est comment personnellement, artistiquement, vous avez pu gérer la crise? Est-ce que vous avez pu travailler, par exemple, à des choix de pièces? Qu'est-ce que vous dites vous? Parce que je parlais avec un peintre qui me disait ce qui était difficile, il me disait bien sûr qu'il continue à peindre, mais que ce qui était difficile, c'était de pas pouvoir, par exemple, se projeter dans l'avenir. Il dit, je suis un peu face à un mur. Mais bon, comment ça a joué pour vous, ce confinement? Le premier réflexe, c'est de dire, quelque part, chouette, super, je vais pouvoir avoir du temps, pour dormir, je vais pouvoir avoir du temps pour lire, je vais pouvoir avoir du temps pour réfléchir, c'est un peu l'image romantique de l'artiste confiné qui va pouvoir se consacrer à sa création, écrire, etc. Alors en fait non, pas du tout. Alors en ce qui me concerne, pas du tout, c'est-à-dire j'ai à peine lu, et puis j'avais des choses que je voulais travailler sur des écritures de projets, mais comme vous le disiez, comme en fait la projection était dans l'avenir était
hyper compliqué. En fait non, il y a une espèce de sidération, de paralysie un peu de la pensée. En fait, c'est pas si simple. Il suffit. Après, je parle pour moi. Je sais qu'il y a des gens à qui ça n'a pas fait ça, mais aussi il y en a beaucoup à qui ça a fait ça, à vrai dire. Je crois. Il suffit pas d'avoir du temps pour que ça fonctionne. Le temps, et c'est un luxe, c'est vrai, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des conditions, la concentration. C'est-à-dire si on n'est pas concentré, si on est préoccupé, on peut pas travailler pareil. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on fait du théâtre, on parle aussi du monde. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre vision. Alors pas de manière frontale, mais de manière détournée, évidemment. On n'est pas des chroniqueurs, on n'est pas des journalistes. Mais on est quand même, je veux dire, on est quand même poreux et on est en relation avec le monde et on parle du monde. Et là, parler du monde comme il va mal, c'est difficile. C'est-à-dire que ça décale les choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit. Mais à quoi ça sert? À quoi bon? À quoi je sers? À quoi on sert? Après quoi on court? Enfin, je veux dire, c'est des questions évidemment qui sont énormes. Isolés, on était mais tout d'un coup, on était contraints. Oui, effectivement. Tout d'un coup, il y a des spectacles ou des projets où on peut se dire, est-ce que ça a du sens maintenant? Est-ce que ça a encore du sens? En fait, ça a reposé. Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, après, ça dépend encore une fois chacun, mais moi, je trouve que ça repose la question du sens des choses, de pourquoi on fait les choses. Il s'agit pas du tout de faire un spectacle sur le corona dans 6 mois. Au contraire, je pense que ce serait une grave erreur. Enfin, une grave erreur. En tout cas, je pense que c'est pas la bonne temporalité et qu'il y a plein de choses qui parlent du monde comme il va, mais sauf que du coup, quand même, ça pose la question du sens de ce qu'on fait et de quoi on a envie de parler, comment on en parle, quoi. Et ça aussi. Ah oui. Peut-être ça va hiérarchiser les émotions, les inspirations, Peut-être que ça va, en tout cas, décaler les questionnements, hiérarchiser, peut-être, je sais pas. C'est vrai. Et puis, comme c'est une crise sanitaire, mais qui met à jour, on l'a vu, et c'est que le début, qui met à jour une crise économique, écologique, etc. Il y a aussi ça. Il y a aussi de se dire comment on fait ce métier. Est-ce que c'est encore juste se rassembler dans des théâtres ça pose toutes ces questions-là. De notre côté, on s'est fait beaucoup de soucis parce qu'on s'est demandé si la culture était pas considérée comme la dernière roue du carrosse. Alors que pour nous, évidemment, mais c'est peut-être un luxe de se dire que la culture, c'est de première nécessité. Mais on n'avait pas l'impression pendant le confinement, pendant cette crise. Alors, de votre côté, c'est-à-dire, en tant qu'artiste, la culture, ça dépend de ce la dernière roue du carrosse. Évidemment que non, parce qu'on a bien vu pendant le confinement que les contenus, les contenus audiovisuels, les choses ont explosé, c'est-à-dire les plateformes, les films, les artistes les artistes qui ont enregistré des concerts confinés, tous les films sur Netflix, toutes les plateformes, les séries, tout le monde a eu besoin, envie de regarder des contenus artistiques. Donc en fait, évidemment, et imaginez, on l'a dit beaucoup, mais c'est vrai, imaginez un confinement sans film, sans série, sans musique à écouter, sans livre à lire. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Non, mais qu'est-ce qui reste? Voilà. Une fois qu'on a donc évidemment que la culture n'est pas accessoire. Et alors elle n'est pas vitale dans le sens organique, mais peut-être aussi. Mais elle peut l'être, peut-être. En tout cas, voilà, ça a posé toutes ces questions-là, mais oui, c'est une période, mais je vois autour de moi, d'abord on se remet au travail toutes et tous, mais on se remet au travail en se questionnant énormément. Vraiment. Sur comment il faut faire pour l'après, quoi. Retrouver l'envie, à qui on s'adresse, comment on fait le fait d'avoir été stoppé brutalement, mais je crois c'est encore une fois pas réservé à la culture, ces questionnements. J'entends que les gens
Si vous voulez, ça a mis aussi en exergue le fait que tout s'arrête brutalement, l'absurdité ou en tout cas le paradoxe de certaines choses et de certains modes de vie. Oui. Donc même dans nos secteurs, parfois peut-être l'absurdité de remplir le vide, courir après le temps, faire des choses et parfois sans forcément s'interroger complètement sur les contenus et tout. Enfin voilà, tout ça, on n'est pas épargné par ces questionnements-là. Oui, voilà. Oh, écoutez, on est ravis de vous en avoir entendu, de vous entendre, et puis on est curieux de vous revoir. On est impatients. Mais oui, nous aussi, on est quand même, évidemment, on a envie de retourner travailler, quoi. Voilà. C'est vrai, hein. C'est envie de travailler, pas forcément de se montrer ou d'être, mais ne serait-ce que de retourner au travail, bien sûr, on le fait, là, on commence à le faire. Oui, bien sûr. Oui, avec vous, évidemment. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, Anne-Sophie Pochet, merci beaucoup. Alors, bon été. Merci, Isabelle. Au revoir. À bientôt, Isabelle. Au revoir. Au revoir. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.